Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'innovation et des villages BASEA, écosystème de start-up du Crédit Agricole. Christophe Delafage, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable déploiement des villages BASEA. Un village BASEA, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert concrètement ? Qu'est-ce que c'est que le village ? C'est un écosystème qui inclut en son sein des startups, des partenaires, des experts qui viennent coopérer pour innover, puisque tel est le leitmotiv du réseau des villages. Quelles étaient les motivations du groupe pour se lancer dans la constitution d'un réseau comme celui-ci ? Le Crédit Agricole, en tant qu'acteur économique majeur, était légitimé à accompagner l'élan à la création d'entreprises qui ne s'inscrit pas simplement sur Paris, mais partout dans nos régions. Et le côté numérique aussi. Alors, il y a deux enjeux qui étaient portés ou qui étaient appréhendés assez tôt. La transition numérique. Absolument. En tant que grand groupe, nous qui sommes banquiers, nous sommes confrontés à des défis, comme le sont tous les secteurs de l'économie. Le groupe Crédit Agricole est confronté à des défis d'organisation face à la digitalisation. Des métiers notamment. On a la nécessité d'être en prise, effectivement, avec toutes ces entreprises qui, par leur cœur d'expertise, vont pouvoir nous permettre de nous enrichir. C'est, j'allais dire, un volet interne, l'accompagnement à la transformation de nos organisations. Il y a aussi, d'un point de vue interne, un enjeu qui est très important et qu'on vit tous les jours au travers de nos entités, c'est l'enjeu d'acculturation. Accélérer l'acculturation de nos propres collaborateurs. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture. Ça passe par de la pédagogie. L'acculturation à quoi exactement ? L'acculturation, tout simplement, à toutes ces nouvelles technologies qui sortent dans le numérique, dans le digital, et qui peuvent nous concerner, chacun de nous, collaborateurs, dans notre propre environnement. Acculturation aussi en termes de management ? En termes de management en aussi, termes de process, on a évidemment tout un tas de process, dont les process RH, qui sont largement concernés. De s'inspirer de la méthodologie start-up où l'agilité revient... De l'agilité qui revient sans cesse, ce qui explique d'ailleurs, on le voit dans les médias ou en interne, on voit effectivement beaucoup de modes de collaboration qui se mettent en place entre des caisses régionales et des startups qui vont décliner des cœurs d'expertise plutôt RH. Le réseau des villages, le maillage en termes de domaine d'excellence du groupe et des spécificités de chaque territoire, comment est-ce que ça s'est articulé ces deux choses-là ? Alors, très intéressant, parce que ça, c'était quelque chose qu'on a appréhendé et on a souhaité, dans la tonalité, pouvoir proposer à nos entités caisses régionales de rebondir sur les relais de croissance du groupe Crédit Agricole. Donc, oui, peut-être préciser les domaines d'excellence dont on parle. Il s'agit donc premièrement de l'agriculture et l'agroalimentaire, du logement, de la santé vieillissement et l'économie de l'environnement. Qui sont eux-mêmes très généralistes. Je rajouterai juste qu'il y a deux thématiques qui ont été proposées depuis maintenant 1 an et demi et que sont respectivement le tourisme et la mer. Donc globalement, on a à peu près 80% des villages qui sont tout simplement dans la continuité de ces relais de croissance. Et puis un certain nombre de villages, parce qu'on a le souci constant d'être en prise directe avec nos régions, qui vont décliner des thématiques qui sont chères et propres aux diverses régions concernées. Des exemples ? On a par exemple la caisse régionale Champagne-Bourgogne qui porte une thématique qui est ambitieuse, qui est celle de la food tech. Pourquoi ? Parce que la Cité internationale de la gastronomie et du vin vient s'implanter prochainement à Dijon. On a la caisse régionale Val-de-France au travers du village BASEA de Châteaudun qui est en prise directe avec un lycée d'enseignement agricole, la chambre d'agriculture notamment, et les jeunes agriculteurs, qui va porter une thématique autour de l'agriculture connectée. Il en est de même d'ailleurs de la caisse régionale Normandie. Je peux citer aussi la première déclinaison à l'international du réseau des villages, qui est le Hub Luxembourg, et qui souhaite décliner des thématiques qui sont très prégnantes au sein du Grand-Duché et que sont respectivement le spatial et l'aérospatial, les fintech notamment. Voilà deux thématiques qui sont extrêmement fortes et qu'on est en train de structurer au niveau de cet écosystème. Vous parlez du Luxembourg, de l'international, on va y revenir bien évidemment parce que c'est aussi un élément assez important des villages BASEA. Mais je voudrais revenir à l'état du réseau aujourd'hui. Combien de villages, combien de partenaires, combien de startups recense-t-on aujourd'hui
en l'état? Alors, il faut resituer tout ça dans l'échelle temps. Je vous rappelle juste comment ça s'est articulé sur des laps de temps extrêmement courts, puisque le premier village à avoir ouvert est celui du village de Paris, qui n'est pas porté par une caisse régionale, mais qui a été impulsé par la Fédération nationale du Crédit Agricole. On suivit... En 2014. En juin 2014 précisément. Vous voyez, en 4 ans, le foisonnement, puisque nous avons à date 27 villages ouverts, et à l'automne, donc environ 30-32 villages ouverts, dans une projection qui nous amène à presque une cinquantaine d'écosystèmes à horizon 2020. Et ce n'est peut-être pas fini d'ailleurs. Combien de partenaires, combien de startups? Donc ce réseau des villages embarque désormais 600 startups en intégrant les alumni du village parisien qui a maintenant 3 ans d'existence. Les anciennes startups qui ont bénéficié de l'accompagnement. Qui ont quitté le nid au-delà des 23 mois, qui est la durée de résidence qui est proposée par la plupart des villages du réseau. On embarque désormais, et ça nous ravit vraiment parce que on était très inquiets, enfin pas inquiets, mais en tout cas on engageait au départ en 2014 avec beaucoup de modestie l'idée d'agréger des PME, PMI, ETI et grands comptes. Et 4 ans après, on embarque maintenant 450 entreprises de nos territoires et grands groupes qui portent des enjeux de territoire. C'est extrêmement intéressant ce qui se passe parce qu'au travers de l'ensemble de ce réseau, on vient travailler en proximité avec des entreprises pour qui véritablement l'innovation est un enjeu très important. Le réseau des villages, on le disait, c'est aussi un maillage à l'international. Comment le groupe s'est-il organisé et quels apports pour les startups? Alors, dans un premier temps, on a imaginé un certain nombre de facilités. On a conceptualisé tout ça. Et très en amont, on a organisé ce qu'on appelle des bureaux de passage. Ces bureaux de passage trouvent leur incarnation évidemment en métropole et dans les dom-toms, notamment pour les villages ouverts, mais ils trouvent aussi sa continuité à l'international pour les sites dont le Crédit Agricole, au travers de ses filiales notamment, est propriétaire et qui peuvent d'ores et déjà accueillir, pour des raisons, des besoins ponctuels, des startups du réseau des villages. C'est notamment le cas à New York. Petite incise, les bureaux de passage, ça fonctionne aussi pour les startups qui souhaitent aller d'un village à un autre en France. Ah oui, c'est l'offre de base qui est très importante. On veut pouvoir faire interagir l'ensemble des membres du réseau des villages et cette facilité qui est absolument incroyable et unanimement appréciée par les startups que de pouvoir aller de Paris à Marseille ou à Strasbourg pour aller rencontrer un fournisseur ou un partenaire du réseau, bien évidemment, est unanimement apprécié. Et je pense qu'il faut encore qu'on accroisse encore davantage cette possibilité et qu'on l'émule encore davantage, parce qu'elle est primordiale. Incise refermée, on revient au village à l'international. Donc, bureau de passage, ça c'était, on va dire, l'étape de base, préliminaire. Oui. Et puis on a beaucoup travaillé avec CACIB, qui est notre filiale d'investissement, et avec qui on s'est organisé. CACIB a des desks partout dans le monde. Les bureaux, ouais. Et des personnes qui viennent, donc qui sont briefées. On a mis en place une procédure à destination de l'ensemble de la communauté des startups et des équipes des villages, en sorte qu'une startup qui a des velléités d'implantation, par exemple sur le marché asiatique, saura à qui s'adresser, à quel desk s'adresser en Asie, pour comprendre d'abord tout simplement le marché asiatique est un marché compliqué. Et si on n'a pas derrière des personnes qui vont vous faciliter l'accès aux données, à de l'intermédiation, eh bien vous perdez beaucoup de temps. En l'occurrence, là, on fait gagner énormément de temps aux startups et c'est d'ailleurs une des grandes marques différenciantes de ce réseau. À l'international, les perspectives, quelles sont-elles? On parlait du hub, de la création du hub au Luxembourg. Ouais. Je crois qu'il y a aussi la création d'un village à part entière à Milan. Absolument. Alors, les premières déclinaisons du réseau des villages se sont d'abord opérées à Luxembourg. Ce n'est pas un village, mais tout simplement un partenaire du réseau des villages. En l'occurrence ici, c'est une surface en plein cœur de Luxembourg, 300 mètres carrés, qui sera à destination des startups du réseau des villages qui vont pouvoir l'utiliser en tant que port d'accès à l'international. Mais bien entendu, et c'est un peu le second effet qui se coule qu'on est en train de constater, c'est que nos entités à l'international ou des structures tierces viennent maintenant nous solliciter
pour pouvoir évidemment rebondir sur la marque du village. C'est ainsi effectivement que le prochain village à l'international va venir s'implanter en plein cœur de Milan. Et un deuxième village va s'ouvrir à l'Aspedia, donc à la frontière française, du côté de Menton notamment. Les startups, elles sont sélectionnées comment ? Alors, le canal traditionnel des startups, il se fait par des comités de sélection qui vont composer l'ensemble de nos villages. Qu'est-ce que c'est un comité de sélection ? Il est composé, bien évidemment, des entités du groupe Crédit Agricole. Mais il est composé aussi par le regard croisé de l'ensemble de nos partenaires. Chaque comité de sélection a un membre pour le compte du village, voire de la caisse régionale, mais pas plus. Ensuite, c'est un membre par partenaire du réseau des villages. Généralement, ce sont les partenaires ambassadeurs de chacun des villages qui constituent le comité de sélection. Pour répondre complètement à votre question, il s'agit ici, ni plus ni moins que du regard croisé de l'ensemble des partenaires qui va permettre d'aller sourcer des startups qui ont répondu aux appels à candidature qui émaillent le réseau des villages actuellement d'une manière absolument impressionnante. Ça, c'est un canal, un premier canal. Mais il y en a bien d'autres. Il y en a un notamment sur lequel on travaille en prise directe avec le monde de l'entreprise, évidemment, c'est que des entreprises nous sollicitent de plus en plus maintenant pour accompagner des spin-offs ou des projets d'intrapreneuriat notamment. Beaucoup de grandes entreprises d'ailleurs ouvrent des incubateurs ou des accélérateurs, notamment par rapport au volet interne et aux enjeux internes qu'ils portent. Vous parliez d'incubateurs, d'accélérateurs. Moi, j'ai envie de rajouter le terme pépinière. Comment est-ce que les villages se démarquent-ils de cette concurrence ? Alors, c'est une question extrêmement intéressante, surtout dans cette période foisonnante, parce qu'il n'y a pas une région en France qui ne voit naître des structures d'incubation et d'accélération, je vais préciser la différence, qui ne soient portées par des structures publiques, parapubliques et privées. Ça foisonne partout et c'est une inquiétude parce que dans cette période de foisonnement, on a un peu le sentiment que, plus rapidement d'ailleurs que prévu, ce marché va se réguler. Alors, quelle est la différence entre un incubateur, une pépinière et un accélérateur ? D'abord, le réseau des villages a la prétention d'être un réseau d'accélérateurs. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait qu'on accueille, nous, des startups qui ont à minima un statut déposé. On n'est plus dans la phase de concept, mais on est dans la phase de commercialisation. Et on accueille ces jeunes entreprises, globalement, à partir du dépôt de statut, sur une période de 23 à 36 mois à peu près. C'est plutôt 23 à 24 mois. Donc 2 ans. La différence, effectivement, quand on parle d'incubation et de pépinière d'entreprise, de manière générale, c'est que sur la partie incubation et pépinière, on est en amont. C'est pour ça qu'on dit que la partie incubation est notamment portée par les écoles, le monde de l'enseignement supérieur de manière générale. Et là, on est à la genèse du projet. Donc, il y a une vraie continuité entre ce qu'on appelle la partie incubation, avant dépôt de statut, avant commercialisation, avant début de preuve de concept, la partie accélération, où le réseau des villages se situe, et la partie hôtel d'entreprise, qui est post-accélération. C'est un énorme sujet, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a un certain nombre de nos caisses régionales qui ont appréhendé l'intégralité du parcours initiatique d'une start-up en partant de l'incubation à la partie accélération, les fameux 23 mois, et la partie hôtel d'entreprise. Et on a un certain nombre de villages qui, par l'immobilier qu'ils vont délivrer, vont appréhender les 3 phases pour ne pas perdre le lien avec les startups qu'on accueille. Concrètement, la rentabilité, elle repose sur quoi ? Sur les loyers ? Sur l'apport des partenaires, sur les événements qui ont lieu dans ces écosystèmes ? Alors, je vais reprendre. On ne parle pas de rentabilité, mais de situation à l'équilibre. Quel est le modèle économique ? Qui repose évidemment sur des produits et des charges. Le premier des produits, mais ce n'est pas celui qui va constituer le business plan en tout cas, ce sont évidemment les locations que nous génèrent les startups. On a 3 situations de travail, globalement dans l'ensemble du réseau des villages. Des situations ouvertes, des plateaux de travail, des open space et des bureaux fermés. Et à chaque situation de travail, des loyers associés. Bon. Bureau ouvert, c'était ce qu'on appelle le coworking aujourd'hui. C'est le coworking, ouais, tout à fait. Ces 3 typologies de travail, on les a auprès de l'ensemble de nos villages. Et 3 loyers associés en fonction de chacune de ces typologies. On a bien évidemment quelque chose qui est très important et qui va crescendo là aussi au niveau du réseau des villages. On a beaucoup travaillé sur le niveau d'infrastructure immobilière. Et ce n'est pas pour rien. C'est pour y faire des événements, ce qu'on appelle l'événementiel.
on vient se nourrir, évidemment, de tous ces événements qu'on organise au sein du réseau des villages. Eh bien, ces événements, évidemment, ils sont monétisés. Il y a une péréquation d'ailleurs. La plupart de nos villages, ou en tout cas beaucoup de nos villages, sont soit situés dans des cœurs urbains, soit dans des zones d'attractivité. Et dans ces endroits, où que l'on soit en France, sont des endroits qui souffrent en termes d'insuffisance d'offres événementielles. Bien entendu, on a après nos partenaires. L'ensemble des partenaires viennent abonder, notamment en numéraire, dans ces dispositifs, ou de l'équivalent, qui peut se conjuguer ou se traduire par de la prestation intellectuelle, par des apports en solutions immobilières. Enfin, il y a énormément de contreparties qu'on travaille avec nos partenaires et qui viennent... Des accompagnements en session d'intrapreneuriat aussi. Ça peut être le cas, notamment lorsqu'il s'agit d'un cabinet consultant, par exemple. Voilà, on a de multiples contreparties qu'on travaille, qui se monétisent tout simplement, et qui viennent permettre d'équilibrer le modèle. Enfin, il y a un axe sur lequel tous les villages travaillent actuellement, c'est celui de l'offre de services, qui est extrêmement intéressant parce que nous avons beaucoup de sollicitations actuellement de la part de nos nombreuses entreprises partenaires du réseau des villages. Et ceci, globalement sur 3 sujets. Je pense notamment aux besoins que nous expriment les entreprises de nos territoires sur la nécessité qu'ils ont de pouvoir travailler en proximité avec des écosystèmes très innovants et disruptifs pour permettre d'acculturer leurs propres collaborateurs, faire vivre leurs propres collaborateurs, PME, PMI, ETI, grands comptes, dans des endroits tels que l'on propose au sein de nos villages, c'est permettre à ces collaborateurs des entreprises d'être en proximité avec des startups, de comprendre un peu quels sont les enjeux que porte tout cet élan à la création d'entreprises au travers des divers secteurs d'économie qui sont impactés. C'est ce qu'on appelle en anglais des learning expeditions. Alors ça commence par ça, tout simplement par des learning expeditions, des modules de base qui constituent effectivement à visiter ces villages, à pouvoir bénéficier d'un pitch du maire du village, à pouvoir bénéficier de témoignages et de pitch de start-up. Ça, ce sont les premiers volets, effectivement, on appelle ça l'acculturation. Mais on a beaucoup de sollicitations maintenant d'entreprises qui veulent pouvoir co-créer, qui veulent pouvoir faire des ateliers d'idéation, des workshops. Tout ça, on le travaille actuellement, évidemment, avec les entités du groupe Crédit Agricole. Nous sommes un grand groupe qui est riche de la diversité de ses composantes et de ses structures et de ses cœurs d'expertise. Et notre choix a été de pouvoir capitaliser sur ces entités pour pouvoir répondre à l'ensemble des demandes qui nous sont exprimées par les entreprises partenaires de notre réseau des villages. Je rajouterai, et un point qui revient de manière très récurrente, que ce soit de la part des entreprises de territoire, mais c'est aussi le cas dans le groupe Crédit Agricole, c'est ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Accompagner là aussi l'élan à la création d'entreprises, mais qui est porté par nos propres collaborateurs. On passe maintenant aux questions des internautes. Donc il y a Gwenaël qui pose une question. Comment le Crédit Agricole finance les startups et est-ce que vous investissez directement dans les startups ? Alors non, nous n'investissons pas directement dans les startups. En tout cas, ce n'est pas le choix ou la tonalité qui est proposée par le groupe Crédit Agricole. Et quand on accueille les startups, quand on vient les sourcer dans nos divers villages, on ne subordonne pas déjà le fait que ces startups soient bancarisées au sein du Crédit Agricole. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'innovation. C'est pas une obligation. C'est surtout pas une obligation, non, surtout pas. Ensuite, directement, effectivement, nous ne rentrons pas directement au capital sur le modèle accélérateur ou purement accélérateur où on rentre au capital à hauteur de 5-6%. Ce n'est pas notre choix. Pourquoi ? Parce qu'on est parti du postulat que les startups revendiquent leur indépendance et leur autonomie. Et nous considérions effectivement que c'était se priver peut-être de la possibilité d'aller sourcer des startups de qualité qui revendiquaient justement cette autonomie. Par contre, assez rapidement, à l'occasion des 23 mois d'hébergement, les caisses régionales, évidemment, et les villages, en lien avec les villages, mettent en place effectivement ce qu'on appelle des premières offres dites bancaires ou offres packagées. Et au cas par cas, il peut y avoir aussi des entrées au capital. Je Absolument. pense par exemple à la start-up Mimosa, crowdfunding en agriculture. Là, il y a eu entrée au capital sur lequel... de la part de certaines caisses. Absolument, tout à fait. Mais il peut y avoir indépendamment, effectivement, des caisses régionales qui rentrent au capital de start-up qu'elles ont repérées ou avec qui elles travaillent d'ores et déjà. Donc pas d'obligation,
mais éventuellement certaines collaborations, certaines relations privilégiées sur le moyen terme, long terme. Complètement. Alors sur la chaîne de financement, si on devait compartimenter tout ça, le groupe Crédit Agricole effectivement travaille sur des enveloppes qui sont assez considérables. Donc il y a des enveloppes qui sont prévues par le groupe Absolument. pour investir dans des startups. Globalement, soit une enveloppe globale dédiée à l'accompagnement de l'innovation autour de 320 à 350 millions d'euros, ce qui est assez considérable. Deuxième question, donc c'est Dominique qui nous la pose. Alors que les initiatives des grands groupes se multiplient, il semble que la défiance des startups ne diminue pas, donc on est dans la relation grand groupe startup. Tendance confirmée dans le rapport David avec Goliath 2017, donc c'est une étude Raise, je crois. 27% des startups se déclarent moins satisfaits de leur relation avec les corporates qu'en 2016, contre seulement 18% à se dire plus satisfaits. Est-ce que vous constatez ce phénomène au village Baïséa, Christophe ? Je me garderai bien d'afficher toute certitude. Toujours est-il qu'il y a de nombreuses études effectivement qui peuvent sortir et qui parfois font apparaître des constats qui sont différents. Donc c'est à manier avec beaucoup de précautions. Ce que je peux indiquer au niveau du réseau des villages, c'est une énorme marque différenciante. C'est que évidemment, quand on vient travailler avec des startups, on le fait localement. Il y a peu de réseaux aussi constitués que le nôtre, qui soient aussi proches, en proximité, par le biais de nos entités caisses régionales, en région et en approche directe des startups. Donc, vous comprenez bien que de ce point de vue-là, les remontées que l'on a de nos startups, elles sont plutôt positives parce qu'on est là à leur proposer des dispositifs d'accélération qui sont au plus près de chez elles. Et ça se retraduit de manière très concrète au sein du groupe Crédit Agricole par de nombreuses collaborations qui sont mises en place avec des entités du groupe Crédit Agricole, comme dans les collaborations que l'on organise, que les caisses régionales et les villages organisent sur leurs propres écosystèmes régionaux. C'est à ce point foisonnant que ça a été un des grands sujets dont s'est aperçu effectivement le groupe Crédit Agricole quant à la nécessité de structurer cette approche et pour mettre en place en fait une organisation qui va nous permettre d'identifier ces modes de collaboration, qu'elles soient portées en interne ou en externe. Quand vous parlez d'organisation, on parle d'outils, on parle de méthodologie qui va être mise en place on parle pour justement quantifier, mesurer de manière quantitative et qualitative ces synergies, cette relation grand groupe start-up de manière très empirique, très concrète. Les deux. Alors, on est dans la méthode et on est dans l'outillage, entre guillemets. Dans la méthode, pourquoi ? Parce que ça fait partie, évidemment, des grands indicateurs de suivi de chacun des villages du réseau, que de pouvoir dire, évidemment, telle et telle start-up. On l'a accompagné par les mises en relation, par du premier chiffre d'affaires qui a été organisé soit en interne, soit en externe. Donc, il y a un suivi qui est mis en place maintenant par la plupart des villages et qui nous permet d'avoir une vision assez précise des modes de collaboration. Mais c'est aussi de l'outil, parce que pour agréger tout ça, il faut un outil. Et cet outil vient d'être lancé effectivement par le groupe Crédit Agricole et s'appelle Startup Advisor. Il vise justement à agréger l'ensemble des modes de collaboration, qu'ils soient mis en interne ou en externe, et à pouvoir effectivement se les réapproprier. C'est important de savoir pourquoi on accueille ces startups. Christophe Delafage, responsable du déploiement des villages Baïséa, merci beaucoup. Merci. C'est la fin du podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn Groupe Crédit Agricole et notre page SoundCloud. N'hésitez pas à poser votre question à notre prochain invité via notre page LinkedIn. À très bientôt. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.